dernier panel d'aujourd'hui. Et merci aux participants ici, surtout par rapport à la préparation. Et désolé pour la voix, je suis légèrement grippé. Donc, merci Amandine pour la présentation. Le panel d'aujourd'hui, c'est par rapport au financement des projets d'énergie renouvelable et aussi d'efficience énergétique. Je dirais que c'est un dossier brûlant et surtout avec la nouvelle que la semaine dernière, Maurice a atteint son pic énergétique de 545 MW. Donc, bravo à tous. C'est très bien, well done, comme on dit. J'espère qu'on aura d'autres pics énergétiques, mais le challenge, le défi reste comment préparer notre petit pays pour mieux pour financer ces projets. Donc, merci mes panélistes pour être présents aujourd'hui. La première question que j'avais, c'est à Benoît. Benoît, le directeur général de Green Yellow, qui a travaillé dans le secteur d'énergie renouvelable depuis plusieurs années et aussi qui est un expert surtout par rapport à l'énergie solaire. Donc, Benoît, based on your experience, je voulais te demander quel constat que tu fais par rapport au secteur d'énergie renouvelable à Maurice. Si tu pourrais nous brosser un petit picture, comme on dit, et nous donner un peu le constat et les défis et les opportunités aussi par rapport à ce secteur à Maurice. Merci. Avec plaisir. Bonjour à tous. Peut-être rapidement pour vous brosser un peu un tableau de ce qui s'est fait pour finir par là où on en est aujourd'hui. Je dirais qu'avant les années 2000, on ne parlait de renouvelables que pour l'hydro, les centrales hydroélectriques qui existaient à Maurice, et un peu pour de la bagasse que les sucreries brûlaient pour leurs propres besoins énergétiques. Tout le reste de l'énergie était produite par les énergies fossiles. Ensuite, à partir de 2000, il y a eu la mise en place de nouvelles centrales pour optimiser l'utilisation de la bagasse. Et donc, ces nouvelles centrales, il y en a eu 3 principalement, plus une 100% charbon qui est arrivée après, mais peu importe, qui ont permis justement d'utiliser toute la bagasse et de mieux l'optimiser pour produire de l'énergie. Et là, on a vraiment commencé à parler d'énergie renouvelable. Et le pendant de ça, ça a été aussi l'arrivée du charbon à Maurice, puisque ces centrales brûlaient pendant la coupe de la bagasse et en entrecoupe du charbon. Suite à ça, il y a eu en 2013 l'élaboration d'une feuille de route à horizon 10 ans qui a permis de mettre en place un cadre pour justement l'arrivée d'autres énergies renouvelables à Maurice. Ce plan ou cette feuille de route a évolué en cours de route. C'est le cas de le dire, avec un premier objectif de 40% d'énergie renouvelable dans le mix à horizon 2030, qui a été ensuite porté à 60% à ce même horizon 2030. Alors le constat qu'on en fait aujourd'hui, à fin 2023, je vous partagerai les chiffres, on se retrouve avec une part d'énergie renouvelable encore relativement faible, à environ 18%, ça varie suivant les années, bien sûr, en fonction de la coupe et de la disponibilité de cette bagasse, qui est plus ou moins importante. Et il faut savoir que de ces 18%, la moitié provient justement de la bagasse. Donc la part aujourd'hui du solaire éolien dans le mix, c'est à peine de 5%, et de quasiment 5% pour l'hydro aussi. Donc vous voyez qu'on va pas bien loin. Mais c'est un premier pas quand même qui a été fait, à la fois donc beaucoup en solaire évidemment, à travers des centrales au sol. Donc les premières sont sorties, je pense, en 2015, ou la première grande en 2015, d'autres en 2016 et ça a suivi. Une ferme éolienne à Maurice et voilà. Merci Bernard. J'aurais une petite question, c'est par rapport à ces statistiques qui
qui a été partagé l'année dernière, qui a bien surpris tout le monde par rapport à la participation de l'énergie renouvelable dans le Energy Mix à Maurice, qui a baissé à 17%. Cette statistique a été reprise par le Junior Minister ce matin. Et tu as mentionné toi-même tous les efforts qu'on a fait par rapport à la promotion de l'énergie renouvelable à Maurice. Comment, comme expert dans le domaine, est-ce que tu pourrais nous expliquer, nous, citoyens lambda, qui voient tous les jours les opportunités par rapport à l'énergie renouvelable et surtout le solaire, comment ça s'explique? Ok, comment expliquer cette baisse? C'est bien ça, hein? Alors, deux facteurs expliquent cette baisse. Bon, premièrement, Maurice, en moyenne, depuis, je pense, les années 2000, a dû connaître une croissance de sa consommation électrique d'environ 3% par an. Donc, la consommation totale de l'île augmente. En parallèle de ça, il y a eu effectivement le déploiement du renouvelable. Alors, l'hydro est resté quasiment ce qu'il était. L'éolien, il y en a très peu, j'en ai parlé, et c'est surtout le solaire photovoltaïque qui a augmenté, que ce soit pour les particuliers ou au niveau des centrales au sol et un peu de CNI également. Mais, et puis je dirais qu'il y a un troisième facteur, j'en parlais tout à l'heure, c'est la disponibilité de la bagasse qui varie suivant le fait que les coupes soient bonnes ou moins bonnes. Toujours est-il que le développement, et ma réponse à ta question, c'est que le développement du renouvelable cru moins vite que le développement, que les besoins de l'île en énergie. Une part à la baisse. Merci. Donc, je rebondis sur ça. La prochaine question, c'est, tu as mentionné toi-même, on a une feuille de route pour 2030 qui préconise un mix énergétique de renouvelables de 60% pour notre petit pays. Maintenant, on est à 17%, donc l'année dernière c'était 17%. Donc comment faire pour nous remettre sur les rails pour make sure qu'on atteint cet objectif de 60% dans 5 ans? Quelle est ta lecture par rapport aux mesures, à la stratégie qui doit être revue pour atteindre cet objectif de 60%? Oui, merci. Cette question, elle est vaste, mais je vais essayer d'être synthétique. Il y a deux manières alors, il y a deux axes qu'on peut prendre. Il y a un peu plus compliqué, mais je vais commencer par celui-là parce que je pense qu'on y passera assez vite. C'est la diminution de l'utilisation des énergies fossiles. Il faut savoir que sur le fossile, 50% à peu près de l'énergie produite à Maurice, ou un petit peu moins, ou quasiment 50% provient de l'huile lourde et du diesel dans des centrales thermiques. Alors il existe dans le monde des substituts à ces énergies sous forme de biocarburants, etc. Mais ça existe, et à La Réunion par exemple, ils l'ont fait en partie pour leurs besoins. Mais ça reste des filières encore pas complètement accomplies, coûteuses, et pas forcément non plus soutenables, vu le volume dont auraient besoin en fait les centrales thermiques dans le monde aujourd'hui. Le deuxième intrant important en termes de fossiles reste le charbon. Et là, il y a aussi un projet à Maurice de remplacer ce charbon par de la biomasse à horizon 2030. Il y a un Biomass Framework qui a été élaboré et je pense quasi finalisé l'an dernier. Il reste encore une mise en place, une mise en application de ce framework à faire. Mais c'est quelque chose qu'on pourrait envisager effectivement dans les années à venir, avec quand même son lot de contraintes et de challenges, notamment au niveau du prix des intrants et du coût de sortie du kilowattheure, mais ça reste quelque chose d'envisageable. La deuxième axe, qui est celui qu'a commencé à regarder les autorités et le CEB, c'est effectivement de faire monter en puissance les énergies dites classique, donc le solaire et peut-être un peu l'éolien aussi, mais le solaire en tout cas sous nos îles. Le CEB a sorti au cours des dernières années un certain nombre d'appels d'offres déjà pour multiplier les centrales au sol.
et de plans à l'attention des entreprises pour pouvoir déployer des centrales en toiture ou au sol. Là aussi, force est de constater que ça n'a pas été aussi, on n'a pas été aussi loin que ce qu'on aurait pu penser, ce qu'on aurait pu imaginer. Il y a quand même un certain nombre de contraintes au déploiement de ces projets. Sur la partie CNI et sur la partie des schemes, que ce soit MSDG ou CNIS, on s'aperçoit que, en particulier pour des projets au sol, il y a énormément de permis à obtenir et que l'obtention de ces permis est assez fastidieuse parce qu'on a affaire à différents ministères et même au sein des ministères, parfois différents départements qui travaillent relativement en silo. Et donc, on peut se retrouver entre la signature d'un connection agreement par le CEB avec son consommateur et l'obtention des permis, ça peut prendre 1 an et demi. Voilà. Donc, ce sont des temps beaucoup trop longs pour espérer déployer rapidement du solaire. Ensuite, on s'aperçoit aussi que sur des projets plus importants, alors, on a des tailles de projets qui conviennent, je pense, sur lesquels on a un certain savoir-faire à Maurice. Je parle là des opérateurs du domaine solaire et qui permettent de déployer assez rapidement des projets. Sunref d'ailleurs donc on en a parlé, financé un de nos projets à Arsenal, une centrale de 10 MW qu'on a réussi à mettre sur le réseau en 2 ans. Donc, on sait faire pour cette taille de projet. On s'aperçoit que pour des projets plus importants, il y en a eu, donc il y a une série d'appels d'offres qui a été lancée après. 2 ans après, on n'a toujours pas de visibilité sur ne serait-ce que la phase de construction. Donc on est toujours en phase de permitting. Et alors il y a plein de problèmes, que ce soit des problèmes de foncier, que ce soit des problèmes de bancabilité. Je ne vais pas empiéter sur tes questions qui viendront après, mais ça reste un vrai sujet également. Et il faudrait peut-être là aussi revoir le processus ou le procédé de sortie des appels d'offres et des tailles de centrales qu'on voudrait voir être mises en place à Maurice. Voilà, et peut-être aussi sur les plans, les schemes. Et là, je pense que le CEB a compris, a bien évolué dessus, sur l'attractivité des schemes. Autant le premier scheme sorti en 2015 et ensuite 2019 manquait peut-être un peu d'attractivité, autant le dernier pour le secteur industriel l'est beaucoup plus. Et on voit qu'il y a eu un réel engouement et beaucoup d'applications déposées. Donc peut-être là aussi, avoir un peu plus de visibilité pour les consommateurs et les opérateurs sur les plans à venir, que ce soit au niveau du CNI ou des centrales de sol, ce qui permettrait de se projeter un peu plus et de pouvoir anticiper certains défis, certains challenges, qu'ils soient justement du domaine du foncier, du permitting, du financement, pour déployer plus rapidement ces projets par la suite. Merci Bernard. Toujours par rapport au premier thème, donc le constat et les défis et les opportunités par rapport au secteur d'énergie renouvelable. Je poserai la prochaine question à Iqbal, qui ne connaît pas Iqbal, le go-to person à la CEB, et très connu des banques aussi, un bon ami des banques à Maurice. Donc, Iqbal, d'un point de vue de la CEB, quel constat vous faites par rapport à l'énergie renouvelable à Maurice? Et surtout, enfin, comme on l'a mentionné au début, le pic énergétique a été atteint parce que la semaine dernière, je crois. Et quel est le défi principal de la CEB par rapport à cette situation? Bon après-midi à tous. Merci, Michel. Donc, je vais aborder la question du perspective de fournisseur d'électricité historique de la CEB. Donc, c'est vrai qu'on a eu une demande en pointe de 545,7 MW, pour être plus précis. Mais nous avons déjà anticipé cette demande, parce que notre prévision, c'était 544 MW. Donc, on attendait qu'il y aurait une croissance de la demande, surtout après l'événement post-Covid.
Cette demande en pointe, on l'a eue dans un moment inattendu. C'est-à-dire que on a recordé cette pointe le soir à 21h. Contrairement à les années précédentes, même historiquement, en été, la pointe était normalement durant la journée, parce qu'il y a plus d'activités durant la journée. Alors, il y a un genre d'évolution dans la demande. Et qu'est-ce qui a contribué pour que la demande de la journée n'était pas aussi forte que la demande du soir? Merci à tous nos collègues dans cette réunion aujourd'hui. Je veux remercier l'AFD par exemple, Business Mauritius et la PNUD. Je vois Lindsay au fond de la salle. Donc, tout ce monde, y compris les ministères, on avait travaillé sur plusieurs projets dans les années précédentes pour qu'on puisse faire démarrer l'énergie renouvelable. Et cet développement de l'énergie renouvelable, surtout en ce qui concerne la décentralisation de l'énergie renouvelable, démocratisation, il y avait beaucoup plus de systèmes qui produisent de l'électricité. Aujourd'hui, on est presque arrivé autour de 7 à 8 000 producteurs d'électricité. Contrairement dans le passé, qu'il y avait de grosses IPP, mais on a presque 8 000 producteurs d'électricité. Alors, ces producteurs d'électricité nous ont permis, dans la journée, de gérer la croissance de la demande en pointe. C'est-à-dire tous ces petits systèmes moyens et grands nous a permis de gérer cette pointe. Malheureusement, le fonds de SENREF a été trop skewed, je vais dire, vers l'énergie renouvelable. Moi, je suis à l'efficacité énergétique et probablement c'est là qu'on n'a pas pu avoir une bonne maîtrise des demandes en pointe le soir. Sinon, autrement, on aurait aussi bénéficié dans cette direction pour maîtriser la demande en pointe les soirs. Bon, ça, c'était le passé. Donc, on a avancé. Si vous voulez, je vous donne un chiffre par exemple. On avait 25 MW de systèmes solaires en 2014. Aujourd'hui, on a 153 MW sur le grid. Donc, on a avancé. C'est une augmentation presque 600% en termes de l'énergie solaire. Sauf que l'énergie solaire a ses limitations. La plus grosse limitation, c'est qu'on peut produire certaines quantités dans la journée et que malheureusement ne nous aide pas vraiment durant le soir. Sauf si vous arrivez à les stocker. Mais là, ça demande qu'on installe encore du solaire. L'autre problème qui vient par la suite, c'est la disponibilité des terres pour en produire plus du solaire. Donc aujourd'hui, on fait face à cette problématique. Les gros projets, et on va dire qu'ils sont aujourd'hui en compétition avec d'autres activités pour le développement foncier. Donc à ce moment-là, il va falloir penser différemment. Si on veut avoir plus du solaire, comment on fait pour qu'on puisse stocker l'énergie solaire pour éventuellement l'avoir dans d'autres parties de la journée. Donc, on a commencé déjà à travailler là-dessus. On avait déjà développé des projets. Il y a autour de 130 MW du système solaire avec stockage, que Bernard a souligné. Mais ce sont des gros projets que, malheureusement, on fait face à pas mal de difficultés aujourd'hui. Parmi les difficultés, on va dire aussi le financement de ces projets. Vous en connaissez déjà vous-même. Il y a d'autres acteurs qui sont dans l'Assemblée qui savent déjà que ces projets demandent beaucoup d'investissement. Et quand ça devient trop grand en termes d'investissement, les risques augmentent. Donc, il y a pas mal de questions qui se posent par la suite. Donc, mais c'est toujours quelque chose qui devait faire avancer l'énergie renouvelable dans le mix, mais qui a été retardé. Donc, on pense que ça va être matérialisé très vite maintenant, avec une nouvelle approche. Alors, compte tenu de ce qu'on a comme projet dans le portfolio, aujourd'hui, on est à 153 MW de solaire. Il y a autour de 300 MW en gestation. Donc, si tout ça se matérialise,
d'ici une année ou une année et demie, disons, si ça avance, les permitting, etc., on s'améliore. Donc, la fin de 2026, on aura une augmentation significative en termes d'énergie solaire dans le système électrique. Donc, ça va aller jusqu'à 400 plus de mégawatts. Donc, vous imaginez 450 mégawatts du solaire avec une partie du stockage dans un système électrique qui a une pointe en demande de 545. Si je retourne de la journée, c'est 515. C'est tricky. Donc, la gestion de toute cette facilité dans le système électrique demande beaucoup plus que les investissements dans les centrales renouvelables eux-mêmes. Il faut aller beaucoup plus loin. Il faut avoir un système qui va pouvoir absorber toute cette énergie. Donc, d'autre part, ce qui se passe, c'est que aussi dans la feuille de route, on avait déterminé d'autres sources d'énergie parce que nous avons aussi besoin d'assurer la sécurité énergétique, pas seulement la décarbonisation, mais aussi la sécurité énergétique parce que tous les secteurs en dépendent. Donc, il faut avoir un système électrique qui est très flexible. Donc, aller plus loin en faisant le développement qu'on voudrait faire, arriver à autour de 35% en 2025 ou 60% en 2030. Il y a d'autres choses d'autres façons de le faire aussi, c'est-à-dire avoir un mix énergétique, non seulement d'énergie renouvelable nouvelle, mais, comme tu avais dit, Benoît, c'est concernant le biomasse, la bagasse, etc., qui sera un sujet, comme Amandine a dit, de notre débat. Mais c'est quelque chose qui est très important dans le mix énergétique. On ne se focalise pas que sur le solaire. Il faut avoir une diversification. On avait dans le plan de développer les autres sources d'énergie pour qu'on puisse avancer vers cette target. Donc c'est en cours, on a pris du retard, mais je pense que maintenant on est sur la bonne voie et les choses vont évoluer très vite, rapidement. Voilà. Bien, merci Iqbal pour cet exposé très intéressant qui nous rassure aussi le fait que nous savons qu'il y a pas mal de pression sur la CEB en termes de production d'énergie, mais aussi sur les producteurs privés, indépendants et privés. Donc, merci pour cet exposé. Donc, le premier thème qu'on a abordé, c'était de vous donner un constat par rapport à l'énergie renouvelable à Maurice, le constat, mais aussi les défis et les opportunités aussi qu'on a pu discuter avec Benoît. Je voulais maintenant passer au deuxième thème qu'on avait préparé aujourd'hui, donc l'efficacité énergétique. Notre expert, Tony Lee, qui est aussi le directeur d'Ecosis, mais aussi l'initiateur du projet Green Building Council à Maurice, qui a fait et qui fait toujours un énorme travail pour conscientiser tous les stakeholders dans le secteur d'énergie, mais aussi dans la finance par rapport à l'efficacité énergétique, et aussi qui fait un gros travail avec ses clients aussi pour optimiser l'utilisation d'énergie. Donc, ma première question que j'avais donnée, c'était par rapport à la feuille de route de Maurice 2030, en termes d'objectif d'atteindre les 10% d'efficacité énergétique jusqu'à 2030. Quel est ton constat par rapport à ça? Est-ce qu'on est on the right track? Et qu'est-ce que tu préconises pour développer les stratégies par rapport à l'efficience énergétique à Maurice? Merci. Bonjour tout le monde, merci pour la question. Je pense que 10%, c'est un objectif assez facile à atteindre. Je pense aussi que ça va être revu à la hausse avec le National Determined Contributions qui vont être créés cette année-ci. Parce que même quand on regarde les projets qui ont été financés par l'AFD et l'Union européenne sur le SUNREF, on voit les résultats, c'est 35-40%. Donc 10%, c'est quelque chose de pas très ambitieux. Et
Surtout que, disons, si on change des clims avec des clims plus performants, ça donne déjà 30 à 50%, ainsi que les pompes, etc. Tout en sachant que, oui, je parle de bâtiment. Le bâtiment, ils disent que c'est 40% de la consommation de l'énergie. Le reste, c'est l'industrie, c'est le transport, etc. Donc, ça représente une petite partie. Et je pense que la chose qui va faire changer le tout, là, c'est qu'il y aura des lois, surtout pour le bâtiment. Ce sont des lois qui ont été écrites en 2010 déjà. Et on fait de l'advocacy pour pouvoir énacter ces lois-là. 2015, ça a été revu pour simplifier, encore financé par des bailleurs de fonds, etc. Mais 15 ans après, on essaie de dire ben, il faut, si vous veut être sérieux avec le changement climatique, il faut mettre les lois en place. Donc je pense qu'on est sur la bonne voie. L'année dernière, dans le comité interministériel du changement climatique, on a reparlé de ça. Le ministère de l'Énergie dit, non, le ministère des Infrastructures dit, c'est pas moi ça, c'est le ministère de l'Énergie. Ils ont envoyé la balle, mais là, c'est bon. Et je pense que cette année-ci ou l'année prochaine, il y aura les lois sur l'efficacité énergétique. Mais je souhaite aussi, comme la Florence de l'Union européenne a parlé ce matin, Maurice, en termes de projets, enfin, on émet vraiment peu de gaz à effet de serre. Et la discussion doit être plutôt centrée sur l'adaptation et la résilience. Voilà. En tout cas, je pense qu'on est déjà, je crois que c'était en 2009, ils ont fait le Long Term Energy Strategy. Ils avaient dit que même le secteur public, ils allaient couper enfin, la consommation par 50%. Donc, 10%, je pense que... Ils savent aussi qu'avec ça, il y a de l'argent à la clé. Donc, je pense qu'avec le nouveau National Development Contribution, ça va être revu à la hausse. Très bien, très bien. Merci Tony pour ces détails. Autre question que je voulais te poser, c'est par rapport au financement. Enfin, on a parlé beaucoup par rapport au financement des projets d'énergie renouvelable. Et on a très peu de visibilité par rapport au financement des projets d'efficacité énergétique. Basé sur ton expérience, quels sont ces défis pour financer ces mêmes projets d'efficacité énergétique sur un plan corporate? Parce que le Sunrise 3 a énormément financé des gros projets corporate, mais aussi par rapport à des projets résidentiels, individuels, des maisons individuelles qui regardent, pour eux, ils regardent les publicités de la CEB juste avant les infos de 7h30 pour leur dire d'éteindre les lumières, etc. Pour eux, c'est ça, principalement, l'efficacité énergétique. Donc, quelle est ta lecture par rapport au défi de financement pour ces types de projets? Merci. Enfin, de par mon expérience, je pense que les défis, un des défis, c'est la taille du financement. Donc, même si on a une petite maison, oui, on va acheter une clim, etc. Est-ce qu'on va faire l'application pour aller avoir, je ne sais pas, 5%, 2500 roupies sur les 50 000 roupies? Ça ne vaut pas la peine. Donc, ce sont essentiellement des gros projets qui vont vers le financement et peut-être de revoir aussi le financement vert pour les plus petits, comme tu dis, du résidentiel. Par exemple, on a proposé un projet dans le comité de changement climatique. C'est un projet national, au fait, ça s'appelle EcoFridge. C'est un projet de Sustainable Energy for All, déployé dans 2 pays en Afrique. C'est-à-dire que c'est un projet national où le gouvernement, il y aura le blended finance, qu'on appelle ça, financement mixte, où c'est un projet national pour changer les clims dans toutes les maisons. Donc, c'est la collaboration avec les personnes qui installent les clims. Et après, il y a l'économie of scale pour pouvoir acheter les clims, parce que c'est un gros order de temps de clim.
Et aussi, il faut savoir, sur les clims, quand on enlève les clims, il y a beaucoup de gaz qui s'échappent parce que ce ne sont pas faits par des professionnels. Donc, il y a beaucoup de bénéfices. Donc, c'est de pouvoir agréger toutes les clims de Maurice, disons, ou même les frigidaires, etc. Et de travailler sur un projet national avec un plus gros ticket, plus facile aussi qu'avoir une personne à chaque fois venir mettre son application. Déjà, de facto, de faire ça à travers la CEB peut-être, de payer aussi en installments sur le temps, de payer de sa nouvelle clim avec le temps. Bon, il y a plusieurs, je pense, disons, innovations dans la façon de faire du financement vert. Et je pense que le modèle d'attendre les petits projets pour s'accumuler, c'est assez demanding en termes d'administration. Et des fois aussi, ben, les gens, voilà, ça, pour eux, c'est un gros business. Ils doivent changer quelque chose. Ils ne vont pas les financer pour ça parce que c'est une petite chose dans le gros. Et aussi, ce qu'on voit aussi dans les business, etc., pour eux, d'aller changer tout, c'est pas possible parce qu'ils ne veulent pas arrêter leurs opérations. Donc, ils vont dire qu'on va se casser, je vais mettre un qui est plus efficace. Donc, ça, le ticket size pour, disons, la dette, etc., c'est vraiment minime. Donc, ils ne vont pas le faire. C'est vraiment, moi, je pense, bon, il y a l'expert qui est là. Moi, je vois que ça, c'est un peu un défi. Et l'autre défi aussi, c'est que les projets sont aussi peut-être pas financés à travers les banques. Et c'est des financements à travers des private equity, etc., etc., du fait que c'est un peu en dehors de ce que les schemes de financement à travers les banques, enfin, de mon expérience, j'ai vu les porteurs de projets, ben, on ne prend pas d'argent avec la banque. De comment maintenant on peut accéder le SONREF, parce que... Merci Tony. Peut-être petite question pour notre ami Iqbal par rapport au financement, à l'efficacité énergétique d'un point de vue de la CEB. Tu as brièvement mentionné ça un peu plus tôt. Quelle est, surtout par rapport au projet résidentiel, quelle est votre lecture par rapport au challenge des consommateurs individuels quand ils construisent leur maison, mais ils n'ont pas assez d'informations sur le coût, mais aussi sur les potential benefits de l'efficacité énergétique. Est-ce qu'il y a peut-être un travail plus harmonisé à faire avec le Energy Efficiency Management Office? Qu'est-ce que tu en penses, Iqbal? Oui, tout à fait. Et je pense que déjà, il y a pas mal d'efforts qui ont été faits dans cette direction. Alors, juste pour vous faire rappeler qu'en 2008, par exemple, on avait fait un projet, nous, à la CEB, quand l'IMO n'était pas encore mis en place, remplacer les ampoules incandescentes par les ampoules CFL, compact fluorescent à l'époque. Et ça nous a permis de baisser la pointe du soir autour d'une quinzaine de mégawatts. Donc ça, c'était un seul projet, mais comme Tony disait là, c'est que c'est très difficile d'aller individuellement attaquer et puis mobiliser, changer les comportements. Ça, c'est quelque chose qui prendra son temps. Donc, il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits. Toutes les années, on fait des campagnes pour informer, etc. Mais ce qui fait l'impact, ce sont des projets collectifs. D'accord? Par exemple, c'est le projet de remplacement des ampoules. Donc, ces genres de projets marchent et ça donne des résultats rapides. Donc, il y a des discussions actuellement suite à la situation actuelle. C'est pas parce que la pointe a augmenté trop, mais c'est parce qu'on n'a pas maîtrisé bien dans le passé. Donc, il y a beaucoup de questions qui se posent. On a fait trop des efforts soft, pas assez des efforts, je vais dire, physiques en termes de projets. Peut-être cette idée de remplacer tous les clims, le réfrigérateur a déjà dépassé en termes d'années et avoir des règlements, des lois qui mettent l'emphase sur les obligations des entreprises. Et le PN2E, Michael qui est là, qui a travaillé longuement là-dessus, donc ça a porté ses fruits, mais après par la suite, ça a retombé. Il n'y a pas vraiment de grande continuité.
Donc là aussi, il y a d'autres efforts à faire. Donc, et il y a beaucoup trop d'emphase, si j'ose dire, sur l'énergie renouvelable, investissement dans l'énergie renouvelable, au lieu de maîtriser, de réduire la consommation. Donc, il n'y a pas suffisamment d'efforts dedans. L'IMO est là, il fait les règlements, etc. Mais il y a un manque de mobilisation du côté des consommateurs en termes de comportement. Donc, il faut éduquer. Bon, pour les particuliers, c'est compliqué. Et s'il y a une grande, on a dans le client tel que la CEB a autour de 500 000 clients, dedans 95%, on va dire, 90% ce sont des résidentiels. Donc aller toucher 490 000 clients, c'est pas facile. Donc il y a beaucoup d'efforts, il faut segmenter, il faut retrouver dans les segments qui sont ceux qui ont plus grosse consommation, etc. Donc, il faut faire des programmes beaucoup plus ciblés, mais ça s'est fait. Là, récemment, il y a des programmes qui s'est fait à la radio, etc. Et il y aura d'autres activités qui vont venir. Ça prendra un peu de temps, mais il faut aussi penser aux ressources qu'on a pour arriver à les faire. Et quand on fait des projets de grande envergure, qui est rapide, facile à implémenter, mais quand vous faites de la communication, ça prend du temps. Très bien, merci Iqbal. Le troisième volet qu'on voulait adresser, c'est par rapport à la bancabilité des projets, donc des projets d'énergie renouvelable et d'efficience énergétique. Juste pour vous dire un petit fact, interesting fact, la Marina avait fait un rapport et avait préconisé estimé que pour atteindre le 60% de mix énergétique en 2030, il fallait un investissement d'1,3 milliard de dollars, donc environ 70 milliards de roupies d'investissement jusqu'à 2030. Et Steven, je voulais te demander, par rapport à ton expérience Sunref 3, quels étaient les défis, surtout par rapport à la bancabilité des projets, surtout projets à Maurice? Et qu'est-ce que tu préconises pour mieux assainir la situation par rapport à la bancabilité des Merci projets? Michel. Bonjour à tous. Je vais commencer par un point très positif et souligner à nouveau l'énorme opportunité qui se présente à Maurice sur le développement des énergies renouvelables. Je pense que c'est important de noter que la disponibilité en ressources, elle est importante. Il y a du soleil, il y a du vent, il y a de la biomasse. Donc il y a déjà une belle opportunité sur la ressource. Ensuite, il y a une disponibilité technique importante à Maurice, des développeurs de qualité. Green Yellow en fait partie. Mais on a pu constater sur les derniers appels d'offres du CEB positionnement de nombreux développeurs internationaux à la réputation excellente. On peut noter aussi la disponibilité très forte des capitaux sur la place mauricienne pour financer ces projets. Disponibilité ne veut pas dire qu'on arrive à les débloquer pour des raisons sur lesquelles je vais revenir par la suite. Mais en tout cas, ce qu'on observe, c'est que les financiers locaux et internationaux ont un appétit marqué pour ces projets-là. Et pour revenir sur le 1,2, 1,3 milliard de besoins de financement à horizon 2030, bon, chaque année qui passe, on prend du retard, hein, mais ça ne me paraît pas insurmontable si le cadre dans lequel on développe ces projets est robuste. Donc ça, c'est le côté très positif du paysage actuel. Mais on fait face à un certain nombre de challenges. Je dirais que le premier, c'est la disponibilité du foncier. Et ça, c'est inhérent à la situation insulaire de Maurice. Et donc, il faut avoir une stratégie, une planification sur la thématique foncière pour pouvoir soit sécuriser en fait, ces terrains en amont des appels d'offres ou avoir peut-être une stratégie en termes de capacité un petit peu plus dispersée pour avoir moins de sujets de sécurisation de foncier très importants, en tout cas sur un site. Le deuxième point, c'est un besoin d'une meilleure coordination au niveau des administrations
et un vrai besoin de simplification pour accélérer les process de permitting, licensing, ce que tu mentionnais très bien en introduction. Là, je pense que le gouvernement et le CEB peuvent identifier une opportunité géniale de pouvoir mettre en place un nouveau cadre dans lequel ça va vite. Et on a besoin que ça aille vite. On a tous besoin, toutes les parties prenantes ont pour le coup un intérêt super aligné à accélérer notre capacité à faire. Et je dirais le troisième point, c'est alors sur les gros projets, les projets de taille importante, on a besoin d'un contrat d'achat d'électricité, un PPA, bancable, ce qu'on dit bancable, en tout cas qui recoupe les normes internationales sur lesquelles les banquiers de développement, mais banquiers commerciaux également, puissent reposer et de manière confortable. Si je peux résumer en fait ces points, on a besoin de visibilité, on a besoin de stabilité, on a besoin de simplicité pour pouvoir tous travailler de concert et avancer rapidement. C'est aussi le point très positif, c'est que je pense qu'on a tous le même objectif, que ce soit les développeurs, la puissance publique, les financiers. Pour avancer, on a besoin que la puissance publique nous soutienne. Quelques réformes rapides. Je comprends que vous êtes déjà très avancés sur un certain nombre de chantiers qu'on attend avec impatience parce que je parle pour les financiers du développement. On a hâte de pouvoir mettre notre capital au travail à vos côtés. Je ne vais pas détailler les sujets plus techniques. Je pense que tout le monde peut s'en passer. Très bien, merci Steven. Peut-être une petite question à Benoît par rapport à ton expérience d'avoir piloté de grands projets d'énergie renouvelable à Maurice. Est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter par rapport à la bancabilité, donc les défis que tu as eus une fois que tu étais avec tes banquiers et le dossier ne passait pas. Donc, est-ce que tu as une expérience peut-être à nous partager? Bien si c'est non, rien de plus tellement que ce qui a déjà été dit, à savoir que alors, il faut savoir qu'on a 2 grosses centrales solaires à Maurice, une qu'on a mise sur le réseau en 2018, fin 2018, et l'autre l'année dernière, en 2024, sur des PPA classiques ou des ISPA plutôt classiques que le CEB a toujours fait circuler jusqu'à présent. Nous avons rencontré cette difficulté puisque nous avons participé aussi à ce round d'appel d'offres sur les sujets solaires batteries, avec cette difficulté de justement énormément de questions de la part des financeurs sur le PPA mis en place. Et donc voilà, je dirais que le plus, et pour résumer un petit peu tout ce qui a été dit, je pense que le plus on anticipe effectivement ces sujets, et vous avez commencé à faire le travail au niveau du CEB avec le PNUD, il me semble, pour revoir un petit peu justement la mouture des PPA existants pour les futurs appels d'offres. Le plus on anticipe ces problèmes de foncier, de bancabilité, de permitting, etc., et le plus vite on pourra déployer ces projets derrière. Très bien, merci Benoît. Amandine, à toi, si on a des questions, ou tu as des questions toi-même? Est-ce qu'il y a des questions de l'audience? On est fatigué en cette fin de journée. Alors moi j'ai une petite question de l'audience sur Slido. Quels sont les obstacles pour le développement de l'éolien et l'éolien offshore à Maurice? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait prendre cette question en 3 points et demi et 30 secondes? Merci. Je pense que je peux l'adresser très rapidement. Et de toute façon, dans la feuille de route 2030, il y a déjà la possibilité de développement d'éoliennes offshore. Et là-dessus, il y a déjà une étude qui a été déjà faite avec l'apport de la UNEP. Donc, c'est le ministère de l'Énergie, normalement, qui dirige cette stratégie. Donc,
bon, chacun cherche à, comment dire, à protéger son paroisse. Donc, je pense qu'il n'y a pas vraiment de complications, mais ce genre de projet demande beaucoup d'investissement et surtout beaucoup de connaissances en termes de technologie, en termes de facilité d'opération. Alors, Vichal a dit que la Marina à l'époque avait estimé 1,3 milliard de dollars pour le développement de l'énergie renouvelable. Alors, moi, réactualiser ça, c'est que la Banque mondiale vient de travailler, et on travaille toujours, reste à finaliser. Aujourd'hui, c'est autour de 3 milliards de dollars qu'on aura besoin pour arriver à cet objectif des 60%. Donc, il n'y a pas que les investissements dans les centrales, il y a tout le système électrique qui va pouvoir mettre en place, y compris le stockage, le réseau, la digitalisation, etc. Donc, tout ça autour de 3 milliards. Sauf que, d'après les analyses, il y a un petit hic dedans, c'est qu'à ce stade, d'après ce qu'ils ont estimé, reste à finaliser encore, c'est que les retombées, c'est moins que 3 milliards. Donc, il y a des questions qui se posent. Donc, comment faire que ce soit viable par la suite? Donc, c'est le genre de questions qu'il faut s'adresser. Et là, c'est là qu'on fait l'appel, surtout aussi pour l'offshore éolienne, et qu'on doit faire des centrales très grandes pour qu'on puisse avoir l'économie d'échelle et que ce soit d'après les normes environnementaux marins, on n'a jamais fait l'expérience. Donc, tous ces genres de trucs-là demandent qu'on a la connaissance, on a une bonne transfert, on a des investissements dans le développement des compétences, dans les transferts des technologies, dans le transfert des connaissances. Il n'y a pas que le financement dans les centrales, ça ne suffit plus. Il faut redynamiser tout. Et de là, ce que je veux dire, c'est que Cap Finance Durable doit aller plus loin que les centrales. Right? Il faut l'écosystème, allez, d'accord, le PPA, etc., il faut le revoir. Mais ça ne suffit pas. Complètement d'accord avec vous. Hein. Donc, juste pour ajouter, pour en terminer, c'est que le PPA, on a déjà discuté, il y a des consultants, c'est-à-dire la Banque africaine de développement et la Banque mondiale, a des équipes d'experts qui regardent les différents PPA, biomasse, etc., et les PPA pour le solaire. Donc, je pense que ça sera question du passé après, dans le mois qui vient. Mais le plus important, c'est le financement et le de-risking. Donc, je sais que nos financiers à Maurice sont très frileux. Donc, ils sont très risk-averse. Les financiers, je veux dire, les banquiers que tu représentes en passant. Merci. Donc, il faut le dérisquer et là, il faut voir comment on fait pour pouvoir en arriver. Voilà. On a besoin de planification. Il faut qu'on se retrouve autour de la table et qu'on anticipe. Et je rejoins ce qui a été dit. Hein, encore une fois, on a tous le même objectif. Il faut qu'on se coordonne pour pouvoir avancer rapidement. Je crois qu'on est unanime. Merci tout le monde. C'est un travail que tout le monde doit mettre la main à la pâte et on a hâte que l'AFD revienne avec les prochains plans de financement vert pour qu'on puisse pour qu'on puisse travailler tous ensemble pour les prochains défis d'efficacité énergétique et d'énergie renouvelable aussi. Donc, merci tout le monde.